Bien, bonjour à tous et à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir pour écouter Lucien Jaume, directeur de recherche émérite du CNRS CEVIPOF, et qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation à cette deuxième séance académique que nous avons organisée cette année. Et cette fois-ci, cette séance académique est le fruit d'une collaboration entre la faculté des lettres et la faculté des sciences sociales, économiques et de droit, que je présenterai tout à l'heure. Ma collègue qui est à ma gauche, donc Pauline Piètre, et puis un peu plus à ma droite, Pauline Vidal-Delplanque. Mais tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur... Un peu plus fort. Je rapproche le micro. Ah voilà, je sens que ça plus... Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur l'itinéraire, en fait, de Lucien Jaume. Donc, moins parler de l'ouvrage, parce qu'il va le faire lui-même, et puis mes collègues vont en parler. Et puis, mon propos est bref, il est très bref. Moins parler de l'ouvrage que, selon moi, la façon, la trajectoire dans laquelle il s'inscrit. Lucien Jaume, que je connais depuis longues décennies maintenant, et que j'ai découvert en 1986, au moment où il venait de publier Hobbes et l'État représentatif moderne, aux presses universitaires de France. Et j'ai suivi depuis lors attentivement ses travaux d'historien des idées et de philosophe politique, et qui ont été jalonnés depuis ce grand ouvrage sur Hobbes par le discours jacobin en 1989, l'individu effacé en 1997, peu après, je crois, Tocqueville. Et puis, qu'est-ce que l'esprit européen, que j'ai d'ailleurs ici. Et au cours de ces toutes dernières années, les recherches de Lucien Jaume se sont orientées sur le rapport entre religion et politique, et en particulier au sein, bien sûr, de notre civilisation européenne. Et cela a donné ce magnifique ouvrage, Le religieux et le politique dans la Révolution française, sous-titre L'idée de régénération, paru au PUF, collection Léviathan, en 2015. Cet ouvrage est ici. Et donc maintenant, l'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours. Donc je crois qu'il faut avoir à l'esprit que les travaux de Lucien Jaume s'inscrivent dans une très longue durée, bien sûr, autour en particulier du libéralisme, mais aussi articulés autour d'une recherche de plus en plus précise, je dirais de plus en plus d'acuité, sur le rapport entre le religieux et le politique, notamment avec la Révolution française, et maintenant, dans ce dernier ouvrage, dans une longue perspective historique, puisque l'éternel défi, comme l'indique au fond le titre, s'inscrit dans l'histoire française depuis, on pourrait dire, depuis les temps mérovingiens ou carolingiens, et surtout, bien sûr, avec la naissance et l'essor de l'Église gallicane jusqu'à la laïcité. Donc l'ouvrage en lui-même est au fond un immense défi, un défi historique, un défi philosophico-politique, et j'ajouterais même un défi interreligieux, puisqu'il y a tout un chapitre consacré à l'islam aujourd'hui, et sur lequel j'ai eu souvent l'honneur d'échanger, de discuter avec Lucien Jaume, en toute modestie d'ailleurs, parce que je ne m'y connais pas beaucoup sur la question de l'islam, mais c'est un sujet que nous avons eu à aborder aussi ensemble. Et puis, magnifique annexe sur laquelle je ne m'étends pas parce que je serais un peu trop jugé parti.
Donc je n'en dirai pas plus. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer cette séance. Ne pas considérer cet ouvrage comme un ouvrage qui arrive comme ça, très bien, qui est intéressant, mais un ouvrage qui vraiment s'inscrit dans toute une œuvre, un ensemble de travaux, et notamment une recherche au cours de ces dernières années qui articule de plus en plus dans la réflexion de Lucien Jaume le lien extrêmement important entre le religieux et le politique, et d'ailleurs ce lien peut-il être délié complètement? C'est peut-être même la question que nous aurons à nous poser ce soir. Ayant dit ceci, je voudrais maintenant céder la parole à Lucien Jaume lui-même, qui va nous présenter brièvement son projet. Et ensuite, la parole sera donnée à Pauline Piètre, maître de conférence en histoire de la Faculté des Lettres, spécialiste notamment de l'histoire anglaise et du XIXe siècle, et de la presse en particulier d'ailleurs. Et à la suite de quoi, Lucien Jaume à nouveau interviendra, répondra aux propos tenus, et puis prendra la suite Pauline Vidal-Delplanque, qui est maître de conférence en droit public. Il était aussi important d'entendre une parole de juriste, compte tenu des questions que nous pose aussi Lucien Jaume, qui d'ailleurs est habitué à la conversation avec les juristes et depuis de très longues années. Voilà donc comment... Et ensuite, bien évidemment, la parole vous sera donnée dans la seconde partie de cette séance académique. Voilà, donc je cède tout d'abord la parole à Lucien Jaume pour les 10 minutes qui vont suivre, et merci encore d'être parmi nous. Merci. Merci Bernard. Je dois dire mon plaisir de me retrouver dans cette maison où j'ai de très beaux souvenirs de conférences, de cours donnés, de rencontres diverses. Et donc, pour moi, c'est un honneur et un plaisir de revenir et de m'exprimer devant vous. Je voudrais d'ailleurs, à propos de l'auditoire, saluer aussi les personnes qui me font l'honneur de se joindre à nous par voie électronique. Et c'est d'ailleurs des personnes qui peuvent être géographiquement très éloignées. Je pense à Pékin notamment, et je pense à Montréal notamment. Je salue les amis ou les personnes qui ainsi suivent ce débat, cette rencontre académique. Alors Bernard Bourdin a eu l'amabilité de montrer que je suis un peu monomaniaque, puisque depuis 1986, c'est un peu loin. Au fond, je poursuis toujours la question du rapport entre autorité et liberté, depuis Hobbes jusqu'à maintenant l'éternel défi. Et en préparant maintenant une étude sur le fascisme italien et les religions politiques, je vais retrouver encore cette question du rapport entre autorité ou dictature et liberté. J'ai voulu éclaircir au fond dans ce livre ce qu'on peut appeler le nœud gordien, le nœud en effet, entre l'autorité de l'État et la liberté ou les libertés religieuses. Comment dans notre passé français, et Aristide Briand, présentant la loi de 1905, dit « Je dois remonter à Pépin le Bref, père de Charlemagne, pour l'alliance entre la France et Rome et la papauté. Les Francs défendent le pape contre les Lombards qui l'assiègent, et le pape prend la France désormais sous sa protection spirituelle. » Donc vous voyez, Aristide Briand, qui avait des lettres, qui s'entourait d'historiens, estimait que la question de la laïcité ne pouvait pas être considérée seulement en 1905, dans le cadre du XXe siècle commençant, mais qu'il fallait repenser la longue histoire, et ce que j'appellerais volontiers la tragédie théologico-politique entre deux grandes institutions qui ont fait le peuple français, la nation française, une institution qui s'appelle l'État, d'abord monarchique et aujourd'hui républicain, et une autre institution qui s'appelle l'Église catholique. Donc, j'ai voulu, non pas trancher le nœud gordien, j'en suis bien incapable, mais éclairer le nœud gordien du rapport entre l'autorité d'un côté de l'État et la liberté ou les libertés religieuses des confessions. Confession chrétienne, confession juive, confession chrétienne, confession musulmane.
comment l'État défend certaines prérogatives ou, pour ce qui concerne l'État républicain, spécificité française, dont nous aurons sans doute à reparler, comment l'État défend une certaine philosophie à travers la laïcité, et même, j'ai essayé de montrer dans ce livre, ce que j'ai appelé un pouvoir spirituel. Comment l'État républicain défend un pouvoir spirituel vis-à-vis du pouvoir spirituel que représentent les confessions ou les églises, quand église il y a. Je dis ça parce que dans le sunnisme, n'est-ce pas, il n'y a pas d'église, à la différence du chiisme. Donc les deux grandes questions que je me suis posées, en philosophe, mais aussi en historien des idées, en effet, la première est, que veut exactement l'État ? Et que peut-il aussi sur les esprits et sur les pratiques religieuses ? Et ma deuxième question, c'était, de l'autre côté, en quoi les religions peuvent-elles se sentir protégées et ou menacées par l'autorité de l'État, qui est une autorité politique, une autorité juridique, mais aussi, j'y insiste, une autorité philosophique et même idéologique. Quelle est exactement la sphère d'expression de ce fait, dans ce cadre, face à l'État? Quelle est la sphère d'expression des confessions ? C'est une question que j'aborde. Est-ce que les confessions sont habilitées à prendre la parole dans l'espace public ? Vieille question en réalité, nous dit Aristide Briand en 1905, qui, encore une fois, remonte aux Carolingiens. Et donc, j'ai essayé d'étudier une dramaturgie théologico-politique, je disais, qui se déroule à travers diverses étapes. En fait, j'ai sauté le Moyen-Âge, ça devenait trop gros, trop pesant, et donc je suis passé au gallicanisme de Louis XIV et de Bossuet, puis la Révolution française, puis le Concordat de 1802, puis la séparation double, car il y a deux séparations des églises et de l'État. Il y a celle de Jules Ferry en 1882, l'école, séparation de l'école et de l'Église, comme il le dit lui-même, c'est le terme qu'il emploie d'ailleurs, séparation de l'école et de l'Église. Et puis bien sûr celle de 1905, Briand. Et les controverses aussi, j'ai essayé d'intégrer les controverses sur la visibilité de l'islam, notamment les fameuses questions du voile depuis l'affaire de Creil, et aussi les violences de l'islam combattant. J'ai étudié quelques textes de l'islamisme combattant. Une histoire franco-française donc, mais quand même comparée aux États-Unis, brièvement, mais j'ai essayé, et aussi comparée à la fondation de l'islam par Mahomet. J'ai cru nécessaire de retracer, en me servant des meilleurs historiens, je me suis servi à peu près d'une quinzaine d'historiens, les meilleurs historiens sur l'histoire du califat. Phénomène intéressant que le califat, qui réunit d'abord le politique et le religieux, mais sépare finalement le calife, quand on arrive au XIe siècle, sépare le calife et les oulémas, ce qui pose de très gros problèmes, bien sûr. Alors, je dois être bref, a dit Bernard Bourdin. Du point de vue philosophique, l'aspect remarquable qui m'a conduit à redéfinir la laïcité à la française. Mon livre n'est pas un livre sur la laïcité, il est un livre sur le face-à-face, sur le défi réciproque que l'État adresse aux confessions et que les confessions adressent à l'État. Mais bien sûr, j'ai été conduit à la laïcité, comment l'éviter, et à la fin, j'en propose une définition un peu renouvelée, notamment à l'aide du philosophe Alain, mais aussi à l'aide de Kant. Et j'ai constaté, ce qui n'est pas une énorme découverte, qu'il y a du spirituel dans le temporel, et qu'il y a du temporel dans le spirituel. Sur le premier point, l'État républicain défend un pouvoir sur les esprits, d'où la centralité de l'école dans la République enseignante, comme on dit, n'est-ce pas? Et Ferry, le grand fondateur, Ferry déclare devant les sénateurs « Je vous ai promis la neutralité confessionnelle. Je ne vous ai pas promis la neutralité politique, ni non plus, dit-il, la neutralité philosophique. » Donc l'État républicain n'est pas neutre philosophiquement. Et il n'est pas neutre politiquement devant l'Église catholique à l'époque, puisque l'affaire se traite à l'époque avec l'Église. Et donc, il y a du spirituel dans le temporel. Comme dit Hegel, ce serait une erreur de laisser le spirituel à l'Église. C'est une page très très belle de Hegel dans sa théorie du droit. Et
les confessions, de leur côté, il y a du temporel dans les confessions, car elles défendent une forme d'exercice du religieux, bien entendu, une forme de visibilité sociale que l'Europe a essayé d'encourager dans un texte fameux et qui crée parfois des controverses chez nos juristes. Et ces confessions défendent aussi des intérêts matériels, bien entendu, d'où la loi de 1905 et la querelle qui s'est ensuivie avec la papauté sur les associations cultuelles. Il s'agissait bien des biens temporels et de l'organisation du culte. Donc, je dirais, pour finir, le religieux n'est jamais loin du politique. J'ai à ma gauche quelqu'un qui s'est demandé tout récemment, dans un très beau livre, si le chrétien peut être aussi citoyen. Magnifique ironie de ce titre. Le chrétien est très occupé, sans doute, à un chrétien, mais est-ce qu'il peut aussi être citoyen ? En effet, grande question. D'où Vatican II, bien entendu, sur le fait que le religieux n'est jamais loin du politique. Les droits de l'homme, la démocratie, le grand tournant de Vatican II, ou aussi la charte des principes du culte musulman en France, la charte de 2021, que la Grande Mosquée de Paris a placée sur son site et que j'ai mise à la fin de mon livre pour que tout le monde en prenne connaissance. Alors, la formule « rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette formule, sans doute, invite à tracer des limites. Mais est-ce que ces limites sont si claires ? Je sais que sous la monarchie de Juillet, Lacordaire disait que jamais on ne peut pleinement séparer le temporel et le spirituel, dans ses belles conférences à Notre-Dame. Alors, si le chrétien veut aussi être citoyen, et je crois qu'il a raison de le vouloir, d'ailleurs, après tout, il a des exemples fameux depuis saint Paul, si le chrétien veut aussi être citoyen, il doit, me semble-t-il, toujours repenser son exis, d'une part, et sa praxis, d'autre part. Vaste travail. Bien, on applaudit cette belle présentation par Lucien Jaume et qui s'achève par un message que je reçois très positivement, bien évidemment. Et donc, je cède immédiatement la parole à Pauline Piètre pour lancer les premiers éléments de réflexion pour la discussion qui va suivre. Merci Bernard. Donc pour poursuivre effectivement la réflexion et les thèmes que votre ouvrage soulève, cher Lucien Jaume, et ils sont nombreux, je souhaiterais pour ma part prendre un peu de champ par rapport à cette histoire franco-française sur la laïcité que vous avez effectivement évoquée, pour prendre un peu de champ par rapport à cette histoire et revenir sur le principe de la laïcité vu d'ailleurs, et notamment de Grande-Bretagne. Effectivement, vous évoquez dans votre chapitre 2, partie 4, qui m'a beaucoup inspirée et que j'ai trouvé extrêmement intéressante, la laïcité française vue par les Anglo-Américains. Et les doutes, d'ailleurs, que les Anglo-Américains expriment sur la réalité de la neutralité française. Effectivement, la laïcité est souvent perçue par les Français comme une spécificité française, mais finalement, la définition de la laïcité montre que la plupart des pays modernes sont déjà entrés dans un système semblable. Si on prend par exemple les 3 critères précisés par le sociologue des religions Jean-Paul Villem, qu'est-ce qu'il nous dit ? Un système laïque, c'est quoi ? C'est un système qui respecte, que les autorités politiques respectent la liberté de conscience, de pensée, de religion. Deuxième point, qu'il y ait un système constitutionnel qui affirme aussi l'égalité des droits, l'égalité des devoirs des citoyens. Et troisième point, qu'il y ait une autonomie réelle entre l'État et les religions. Finalement, quand on s'arrête sur cette définition, on s'aperçoit que la plupart des pays européens, notamment, et la plupart des grandes démocraties, respectent en tout cas cette définition. D'ailleurs, vous évoquez aussi dans votre ouvrage la philosophe française Cécile Laborde, que vous évoquez
justement sur la question britannique, et qui explique d'ailleurs que croire que la laïcité n'existerait pas en Grande-Bretagne est une erreur. Alors effectivement, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de loi de séparation. Le couronnement de samedi dernier nous a montré combien la présence, en tout cas, de l'Église anglicane était une réalité. Et effectivement, l'Église établie en Angleterre et au Pays de Galles, mais attention, il y a des distinctions. Ça n'est pas l'Église établie ni en Irlande du Nord ni en Écosse. Donc, je vous parlerai uniquement en fait de l'Angleterre et du Pays de Galles. C'est une Église établie, mais savez-vous que la Grande-Bretagne ne donne aucun subside et ne finance pas l'Église anglicane. Aucune religion n'est financée par l'État. Donc c'est quand même un point commun que nous avons aussi. Cependant, la place évidemment de l'Église anglicane est quand même réelle. Elle a aussi un rôle politique. Je vous rappelle que il y a 26 évêques et archevêques qui sont présents à la Chambre des Lords. Ça n'est pas rien. Et le roi est gouverneur suprême de l'Église anglicane, c'est le vrai titre. Hein. Le chef de l'Église anglicane, c'est l'évêque de Canterbury. Donc toujours est-il que l'État ne finance aucun culte, ni même le sien, ce qui est quand même assez paradoxal. Autre chose que l'on voit aussi en Grande-Bretagne, c'est que la sécularisation, d'ailleurs le terme de sécularisme est beaucoup plus présent que le terme de laicity, qui est extrêmement récent dans la presse britannique, il l'utilise peu, hein, c'est le terme de sécularisme qui est utilisé. Et effectivement, le débat public est sécularisé depuis longtemps. On l'a vu sur les grandes lois de mœurs depuis déjà plusieurs décennies. Je vous rappelle que la loi sur l'avortement, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est 1967. La loi sur le mariage homosexuel date aussi de 2014, etc. Et là, on voit bien que l'Église anglicane, qui a pourtant fait des tribunes, souvent avec l'Église catholique d'ailleurs, n'a pas changé quoi que ce soit. Sans compter qu'il y a bien un droit ecclésiastique qui est indépendant du droit civil. Bon. Donc, une spécificité aussi. Alors, ce qui... pour ne pas, pour essayer de réfléchir à la laïcité sur un exemple concret, je souhaiterais me pencher davantage sur la question de la laïcité des religions dans l'espace anglais, mais plus particulièrement dans le système scolaire. Effectivement, et vous le dites dans l'introduction de votre troisième partie, je vous cite, vous dites « La séparation a été principalement le résultat d'un processus en deux phases, l'instauration de l'école laïque de Jules Ferry et Ferdinand Buisson dans les années 1880, et deux, l'offensive, encore dans le domaine scolaire, menée par le Parti républicain dans sa tendance radicale et franc-maçonne, dont Combes est le héros le plus déterminé. » Alors, si on regarde, d'ailleurs, c'est intéressant, je vous ai donné une définition tout à l'heure de la laïcité. Si on ouvre le petit Larousse à laïcité, bon, premier point, évidemment, caractère de ce qui est laïque, indépendant, etc. Très bien. Deuxième point, système qui exclut les églises de l'exercice du pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement public. Vous voyez que la question de l'école, la question de l'instruction est évidemment au cœur de ce processus de la laïcité. Alors, j'oserais peut-être poser une question très iconoclaste. Après mon propos, est-ce que nous avons raison, lorsque nous comprenons le système scolaire français et anglais que je vais proposer dans une optique comparatiste et historique, de nous arc-bouter sur notre conception de la laïcité? Bon, mais c'est un peu iconoclaste et provocateur, on y reviendra. Alors, je vais proposer juste quelques éléments. D'abord, je vais vous présenter les deux systèmes qui existent, le système français tel qu'il existe aujourd'hui, le système scolaire que vous connaissez, je vais être rapide, et le système britannique. Déjà, on va faire quelques éléments de comparaison. Ensuite, je vous proposerai des éléments historiques et culturels pour comprendre comment les choses en sont arrivées là. Et troisième point, on essaiera de réfléchir sur qu'est-ce que nous dit finalement ces deux systèmes sur la compréhension de la laïcité ou de la place des religions dans la société. Alors, présentation d'abord rapide des systèmes actuels scolaires. Bon, le système français, vous le connaissez, hein, c'est un système très simple, avec deux écoles, le système des deux écoles, qui est garanti par la liberté de l'enseignement, qui est très ancien, avec une école publique, laïque, et une école confessionnelle, en fait, de fait, qui est l'enseignement catholique sous contrat d'association avec l'État.
La répartition est à peu près 80% d'enfants scolarisés dans l'école publique et 20% d'enfants scolarisés dans l'école privée sous contrat. Les écoles hors contrat, c'est assez réduit parce que ça ne concerne que 2%, un peu plus de 2% des élèves scolarisés, essentiellement dans des écoles, alors beaucoup confessionnelles, beaucoup catholiques en fait, et puis certaines avec des pédagogies alternatives comme Montessori, etc., que vous connaissez. Mais c'est une toute petite proportion hors contrat. Alors, ce qui régit le système actuel, c'est la loi Debré de 1959, qui donne en fait des subventions à l'école sous contrat, l'école privée catholique sous contrat, en échange donc du respect des programmes et du respect des examens, etc., du cadre précisé par l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale. En échange, l'école catholique privée sous contrat obtient des subventions, de l'impôt, enfin c'est du pouvoir public, et les enseignants sont payés par l'État, même si ce sont des salariés du droit privé, ce ne sont pas des fonctionnaires. Voilà. Et en échange aussi de ce respect des programmes et des programmes nationaux, l'école catholique sous contrat peut avoir le cadre de son caractère propre. Par exemple, la circulaire, juste un exemple, la circulaire Blanquer de septembre 2021, vous savez, pour mieux accueillir les jeunes en transition de genre, eh bien, n'est pas obligatoire du tout. L'école catholique sous contrat n'a pas à la respecter. Hein, c'est que l'école publique, laïque, par exemple. D'ailleurs, il y a des fiches qui ont été publiées dernièrement par l'enseignement catholique. Autre chose, si on regarde, par exemple, quand on parle de laïcité à l'école, finalement, ces 20% d'enfants scolarisés dans les écoles privées sous contrat sont en fait des écoles confessionnelles, des écoles catholiques, où la place de l'instruction religieuse, de la pastorale, de l'éveil à la foi, les projets pédagogiques sont tournés autour de l'anthropologie chrétienne. On est bien loin de la neutralité confessionnelle. Donc et autre chose, l'école aussi privée sous contrat n'est pas sectorisée, n'entre pas dans la carte scolaire, et les chefs d'établissement ont le choix à la fois de leur personnel enseignant, ils les choisissent, ce qui n'est pas le cas dans l'école publique, et ils ont aussi le choix des élèves, puisqu'il y a toujours plus de demandes que de capacité d'accueil. Ce qui n'est évidemment pas possible dans l'école publique, puisque tout est sectorisé. Donc premier constat, il y a deux écoles, l'une soumise à la carte scolaire, l'autre pas, l'une qui n'a choix de ses enseignants et de ses élèves, l'autre pas. Deuxième constat, l'école n'est finalement de fait pas si laïque que ça. Hein, je vous rappelle que par les deniers publics, eh bien, il y a des subventions qui sont données directement aux écoles catholiques sous contrat, donc des écoles confessionnelles. Certes, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, hein, tel que nous dit l'article 1 de notre Constitution. On voit bien que par rapport à l'école, il y a cette question qui est posée. Alors observons maintenant le système anglais, encore une fois en Angleterre et au Pays de Galles. Le système existe aussi, deux systèmes coexistent. Un système d'école publique, les state schools, hein, qui sont 90% des élèves sont inscrits et sont scolarisés dans les écoles d'État, qui sont publiques et gratuites, et 10% des élèves qui sont dans des écoles indépendantes, des independent schools, ou les public schools, hein, dont le nom n'indique pas qu'elles sont privées, mais qui sont bien privées. Et dans les public schools, les frais d'inscription sont autour de 15 000 à 45 000 euros l'année. Voilà, donc vous voyez que la question aussi d'égalité n'est pas pensée de la même façon. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi un système extrêmement différent par rapport à la place laissée à la religion ou aux religions. D'abord, la question de la laïcité dans l'école publique n'est pas du tout appliquée en Grande-Bretagne comme en France. Ça n'a rien à voir. Dans les écoles publiques, vous avez 75% d'écoles qui sont laïques et 25% d'écoles qui sont confessionnelles, essentiellement anglicanes, catholiques, juives, mais également quelques-unes qui sont musulmanes, quelques-unes qui sont hindoues, quelques-unes qui sont sikhs. Donc vous avez vraiment, dans l'école publique, vous avez des écoles confessionnelles qui sont payées à 100% par l'État et totalement gratuites.
Vous avez quelques free schools aussi, comme en France, des systèmes aussi, là aussi, avec les écoles type Montessori ou autres. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un programme aussi national, mais qui ne date que de 1988, qui est assez récent. Avant, chaque établissement avait une certaine liberté sur son programme. Il y avait juste quelques disciplines obligatoires. Mais depuis 1988, vous avez un programme obligatoire avec quelques, évidemment, disciplines importantes. Mais surtout, vous avez un cours obligatoire qui est l'instruction religieuse. Un enseignement religieux dans toutes les écoles publiques, qu'elles soient confessionnelles, laïques, qu'importe. Au moins 1 heure. Et cette heure d'instruction religieuse doit tourner autour de ce qu'est le protestantisme, le christianisme, enfin essentiellement le protestantisme, vu comme traditionnel, culturel, par rapport à ce qu'est la Grande-Bretagne. C'est assez intéressant. Pour les écoles confessionnelles, elles ont le droit à 1 heure de plus sur leur propre confession. Ça, c'est dans l'école publique. Donc ça, c'est intéressant. Autre point quand même qu'il faut dire, c'est qu'il y a la clause de conscience. Si des parents ou des enfants ne veulent pas assister à ce cours, ils ont le droit et ils n'y assistent pas. Donc il y a aussi un respect de ceux qui ne croient en rien. Ce qui est intéressant, c'est que le programme, par exemple, de 1988, il indique très clairement qu'il vise au développement spirituel, moral, culturel, mental et physique des élèves. Et qu'il faut les préparer à répondre aux opportunités et aux expériences de la vie d'adulte. Voilà ce qui est indiqué. Donc on voit bien que le développement intégral, entre guillemets, implique aussi l'instruction religieuse et la question spirituelle. Finalement, quand on réfléchit en Grande-Bretagne, et notamment en Angleterre, la question religieuse n'est ni un souci, ni une crispation. Tony Blair, d'ailleurs, est celui qui a permis l'ouverture de nombreuses écoles confessionnelles, et notamment musulmanes, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que les écoles confessionnelles, même qui n'étaient pas chrétiennes, avaient conscience de leur mission de former des citoyens. Donc il n'y avait aucune raison de les mettre à l'écart. L'idée est la suivante. L'égalité citoyenne s'adresse à tous sans discrimination ethnique, de race ou de religion. Voilà, c'est ça l'égalité citoyenne. Aussi, il peut y avoir dans l'école publique des lieux de prière. Vous pouvez avoir des jeunes femmes qui ont le voile islamique, d'autres qui ont un habit traditionnel. Il faut juste que ce soit compatible avec l'uniforme, c'est tout. Et vous avez aussi des fêtes religieuses comme l'Aïd, comme le Diwali indien, qui peuvent être fêtées, au même titre que les fêtes chrétiennes. Premier constat, la question égalitaire, vous l'avez compris, n'est pas vue de la même façon qu'en France. Deuxième constat, la religion est vue donc en Grande-Bretagne comme un facteur de développement de la personne, d'une part, et la place donnée aux religions est vue comme un facteur d'intégration et d'ouverture à l'autre. Voilà l'idée. Troisième constat aussi, il y a beaucoup plus d'autonomie, il n'y a absolument pas un système centralisé. Pourquoi ? Parce que qui gère les écoles, ce sont les communes. La gestion économique, ce sont les communes. Il n'y a pas de sectorisation. Chaque famille peut choisir l'école qu'elle souhaite pour, au contraire, encourager la concurrence et élever le niveau. Le classement PISA montre que depuis quelques années, la Grande-Bretagne ne cesse de monter dans la performance PISA. C'est assez intéressant. Bref, évidemment, vous l'avez compris, ces deux systèmes sont évidemment la conséquence d'un processus long, d'un processus historique. Je voudrais en dire quelques mots, sans être trop longue. Il faut que je sois peut-être un peu plus rapide. La question de l'instruction des enfants est évidemment ancienne. Elle se pose de manière surtout nouvelle au cours du XIXe siècle, en raison tout simplement de la démocratisation de la société. Et on le voit, en France comme en Grande-Bretagne, au départ, les systèmes de développement d'instruction sont assez parallèles et assez semblables. Il faut vraiment attendre les lois Ferry pour qu'il y ait une première rupture, si vous voulez, dans la compréhension de ce qu'est l'instruction. Il y a d'abord la question de l'élargissement du suffrage universel. Donc forcément, l'objectif, c'est de former des citoyens capables de réfléchir sur la vie politique, capables de s'engager dans la vie politique, et donc nécessiter qu'il y ait de l'alphabétisation, de l'instruction. Alors, vous le savez, en France,
En 1848, vous avez donc le suffrage universel masculin qui est donné à tous les hommes de plus de 21 ans. En Grande-Bretagne, c'est plus progressif, puisque ce sont des lois progressivement qui ouvrent le suffrage, et jusqu'en 1918, où là, le suffrage universel est une réalité. Donc en tout cas, la question de l'alphabétisation, de l'instruction devient évidemment de plus en plus cruciale pour former des citoyens éclairés. Alors, les écoles au XIXe siècle, on va juste peut-être donner deux, trois mots très rapides pour vous dire qu'en France comme en Grande-Bretagne, c'est à peu près au même moment où l'État commence à donner des investissements pour construire des écoles, en 1833. C'est intéressant, vous avez la loi Guizot en France, qui oblige toutes les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école de garçons. Il y a beaucoup d'argent, de subsides qui sont donnés aux communes pour y parvenir. Et pareil, en 1833, en Grande-Bretagne, vous avez des aides pour la première fois de l'État pour construire des écoles, pour permettre au maillage des écoles, qui étaient essentiellement religieuses, d'avoir un peu plus d'écoles présentes sur le territoire. Donc là aussi, on commence à investir davantage. Alors, la liberté de l'enseignement est une réalité aussi en France comme en Grande-Bretagne. Écoles publiques, écoles privées, tout ça coexiste tout à fait au XIXe siècle. Autre chose aussi que l'on retrouve dans les deux systèmes, l'instruction religieuse. L'instruction religieuse, elle fait partie du programme. En France, on le voit, c'est le premier article de la loi Guizot. L'instruction religieuse, morale, etc., les mathématiques, etc., tout est précisé. On le retrouve aussi dans les lois scolaires avant Ferry. La loi Fallou de 1850, la loi Duruy de 1867, où l'instruction religieuse est toujours obligatoire dans les écoles publiques. On voit bien que la rupture se fait bien sous Ferry. Pareil en Grande-Bretagne, on apprend à lire sur les livres saints, sur la Bible, sur la vie des saints, etc. La question de l'instruction religieuse est tout à fait importante. Alors la question qui est posée finalement par les républicains français, c'est la question de l'émancipation de l'individu. Et là, elle est au cœur effectivement de la réflexion des républicains. Est-ce que la religion, est-ce qu'elle est indispensable pour former un individu dans toutes ses dimensions, notamment spirituelles, ou bien la religion est-elle un carcan qui ne permet pas justement l'émancipation des individus? C'est ça finalement la vraie question. Pour les républicains laïcs de la Troisième République, c'est bien ça. La religion contraint, empêche à une pensée libre et critique nécessaire pour l'émancipation des individus. Et à ce moment-là, d'où la mise en place de ces lois Ferry. Par exemple, le grand historien de la Révolution française, François Furet, disait bien que la lutte contre l'Église, qui débute avec la constitution civile du clergé en 1790, trouve son aboutissement avec le principe de l'école républicaine et laïque qui parvient à concilier, selon Ferry, la tradition révolutionnaire et la philosophie positiviste. Bref, il faut attendre donc la République républicaine à la fin des années 70 et les lois Ferry de 1880 et 1882 pour que cette question soit réglée dans le sens, donc, il faut au contraire que l'école devienne laïque. Vous le dites aussi souvent, Lucien Jaume, Jules Ferry n'était pas anti-religieux. Et effectivement, il pensait que la question du développement spirituel pouvait se faire dans les familles, mais que ça n'était pas la place de l'école. Alors, deux, trois mots aussi sur les lois Ferry qui renforcent finalement l'uniformisation, la centralisation dirigée par l'État. Et donc, cette centralisation qui n'était pas une réalité sous l'époque précédente, là, se renforce de manière tout à fait importante. En Angleterre, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, au début du XXe siècle, vous avez une nouvelle loi qui s'appelle la loi Balfour, et qui, dans le cadre de la gratuité en Grande-Bretagne, c'est 1891. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une harmonisation du financement des écoles publiques et des écoles privées. À ce moment-là. Donc on n'est vraiment pas du tout dans la même situation, puisque en France, l'école privée est payante, n'est pas gratuite. Chose intéressante aussi à noter. En 1944, vous avez une nouvelle loi scolaire en Grande-Bretagne, qui réaffirme qu'il n'y a pas de programme national, il faut attendre 1988, mais il y a une seule chose obligatoire, c'est l'instruction religieuse. Et pour quelle raison? Je cite un rapport ministériel de 1943 qui aboutit à cette loi de 1944.
Il fallait que la place de la religion chrétienne soit mieux définie dans les écoles, eu égard, je cite, au constat que les dictateurs de la Seconde Guerre mondiale avaient persécuté les églises et que le christianisme renforçait la démocratie. Intéressant. Bref, toujours est-il que vous l'avez compris, la distinction entre les deux systèmes se fait réellement à la fin du XIXe siècle, début XXe. Premier élément de réflexion, la crispation religieuse n'a pas lieu d'être au Royaume-Uni. La pluralité religieuse aussi existe depuis toujours, puisque depuis la Réforme, il y a certes l'Église établie, mais encore une fois, vous avez une pluralité des églises dissidentes du catholicisme qui est une réalité en Grande-Bretagne. Donc la pluralité religieuse, c'est quelque chose qui existe alors que la France avait une religion catholique toute puissante. Autre point, c'est évidemment la question aussi de l'unité de la nation. Je vais en parler un tout petit peu. Et ces réflexions me mènent donc à la critique anglo-saxonne de la laïcité, que vous évoquez très justement dans votre livre. Et je vais en dire 2 mots et je vais vous citer. Pour les anglo-américains, dites-vous, la laïcité française serait issue d'une histoire associant le jacobinisme amoureux d'une même loi uniforme et la culture catholique soucieuse d'autorité et de verticalité. Et vous dites une catho-laïcité en somme. C'est assez intéressant. Effectivement, et vous ajoutez, la laïcité française se caractérise par la primauté du général sur le particulier et l'uniformité autant que possible. Cela tranche évidemment avec la vision américaine, mais aussi britannique, avec cette idée du principe de la communauté nationale qui est une société d'individus différents. Et pluribus unum, pour reprendre le sceau américain. Autre chose, la vision donc anglo-américaine, et vous le dites, de la tolérance entre en fait en conflit avec la conception d'État laïque. Et ça, c'est un point aussi intéressant. Quelqu'un comme Cécile Laborde, que vous évoquez, elle critique l'idéologie laïque qui cherche, nous dit-elle, à imposer en fait le vrai bien à tous. Ce serait l'État qui nous dirait ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Alors, ce qui pose une question aussi sur la liberté des individus. Bref, donc en Grande-Bretagne et dans la compréhension, en tout cas anglo-américaine, l'idée c'est plutôt l'union dans la diversité. Ce qui importe, la liberté de penser, la liberté d'expression dans l'espace public. Le principe donc de tolérance en Grande-Bretagne est véhiculé, mais aussi aux États-Unis, est véhiculé par la liberté religieuse, encore une fois, qui est facteur d'intégration, facteur de brassage social, facteur de connaissance de l'autre. Voilà. Ah, bah oui, je vais conclure. Bref, pour caricaturer, il y a une approche plus idéologique française, plus pragmatique donc à l'anglaise, et qui est faite davantage de compromis et d'adaptation progressive. Bref, nous puisons évidemment dans des traditions divergentes, l'une différentialiste, l'autre universaliste. Peut-être pour terminer, et pour vous poser une question aussi, quels doivent être finalement dans une société démocratique les contours de la liberté des individus et la mobilisation de chacun pour le bien commun, pour le vivre ensemble? Quelle est la part à la fois de l'unité nationale? Comment faire unité, comment faire union, et en même temps tout en respectant les spécificités de chacun et la liberté des individus. Voilà la question finalement qui est posée, et qui reste posée, et qui est finalement une question éminemment politique. Est-ce que le citoyen peut-il être chrétien, ou le chrétien peut-il être citoyen? Et je terminerai juste par cette phrase de Tocqueville, qui est assez intéressante. Il dit, sur les Anglais, on entend souvent sur les Américains, mais il a souvent écrit aussi sur les Anglais, et il dit « Les Anglais forment un peuple naturellement religieux. La religion est rarement parmi eux une passion qui crée l'enthousiasme, mais c'est un sentiment profond qui résiste longtemps et ne lâche que très difficilement prise. » Voilà. Donc, cher Lucien Jaume, je voulais donc vous demander, ne sommes-nous pas ici quand même au cœur de l'éternel défi, cette question qui est posée aux politiques, qui interroge notre histoire, certes, mais qui interroge aussi ceux qui nous gouvernent sur cette question, encore une fois, de la diversité et de l'universalité. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Pauline, pour cet exposé, en effet, très riche. C'était très judicieux, en effet, d'aborder la question sous cet angle comparatif, et qui m'a renvoyé, pour ma part, à mes chères études
anglaise jusqu'aux années 2000, dont j'ai conservé quelques restes d'ailleurs. Je pensais à John Locke en particulier, et sur sa conception de la tolérance. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre parce que sinon... Voilà. Donc merci encore beaucoup, Pauline. Et bien sûr, la parole revient à nouveau à Lucien Jaume. Pauline Piètre a tout dit. Alors, pour ma part, simplement, ce qui me paraît capital, c'est la question, en effet, de l'unité de la nation. Voilà la question déterminante. Les Anglais ont à penser un type d'unité qui soit en corrélation avec la diversité du Commonwealth. Et les Français se sont déchirés dans la Révolution française. Le drame ou le trauma français qui pèse jusqu'à Jules Ferry, mais qui pèse probablement jusqu'à Emmanuel Macron, c'est ce déchirement opéré dans la Révolution française. Certes, les Anglais ont eu 2 révolutions. Certes, ils ont décapité un roi, Charles Ier. Mais leur histoire reste très différente, en ce sens que la Révolution française, à partir du moment où elle ne peut pas se concilier avec la monarchie, elle a essayé, c'est l'œuvre de la Constituante, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où elle ne peut plus se concilier avec la monarchie, 10 août 1792 et puis la suite, ce grand élan national qu'est la Révolution française se sent obligé de remettre l'Église catholique à sa place, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Et par exemple, première tentative, on va l'obliger à proclamer les idéaux de 89. C'est la constitution civile du clergé, qui est un texte absolument étrange, puisque les évêques et les curés seront élus par les citoyens actifs, puisque les paroisses sont abolies et désormais l'évêque est évêque du département, puisque le clergé est fonctionnaire de l'État, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit le rapporteur de la Constitution civile du clergé, notre Seigneur Jésus-Christ protège plutôt les principes de 89. Bien, l'Église catholique s'est déchirée elle-même. Schisme. La moitié des curés acceptent la Constitution, l'autre moitié la refuse. Seuls 3 évêques, dont l'inénarrable Talleyrand, seuls 3 évêques acceptent la Constitution. Bon, etc. Alors, ce déchirement qui a traversé l'Église catholique, mais qui a surtout traversé la nation, ce déchirement posait le problème de quoi? Il posait le problème de la façon dont l'État allait sauver l'unité de la nation. That is our problem. Voilà, on en est toujours là d'ailleurs, puisqu'on parle de décentralisation réussie, inachevée, manquée, à refaire, etc. Comment l'État allait-il sauver l'unité de la nation? Et c'est le problème que Jules Ferry prend à pleine main. Il le dit. Et on sort de la guerre de 70. On sort encore d'un moment catastrophique. On va sauver l'unité de la nation par une philosophie assez autoritaire qui est le républicanisme. C'est l'instituteur allemand qui a fait l'Allemagne, prétendent à ce moment-là les Français, au sortir de la guerre de 70. L'instituteur français va être l'Église républicaine. Il va faire l'Église républicaine. Et Jules Ferry, en effet, comme vous l'avez rappelé, Pauline, Jules Ferry dit « Moi, je ne suis pas anti-religieux du tout. » Contrairement d'ailleurs à toute une légende sur Jules Ferry. J'estime que Jules Ferry n'est pas positiviste, contrairement à ce que certains ont écrit, ce qu'on a enseigné, ce que j'ai entendu à Sciences Po, etc. Non, il est spiritualiste, il est disciple, il le dit, de Madame de Staël, de Benjamin Constant, et surtout de Victor Cousin et de Guizot. Il est spiritualiste de sympathie. Bon, il pense que le catholicisme disparaîtra peut-être un jour, d'accord. Mais il n'est pas positiviste dans ses actions, dans sa façon de conduire sa politique. Donc, nous allons faire l'unité de la nation par une république assez autoritaire et certainement pas pluraliste. D'où le problème des langues régionales, d'où le problème des partis politiques en France. On en est toujours à penser que les partis politiques trahissent la volonté du peuple. Ça, c'est
1792, 93, 94. C'est-à-dire que la représentation fait problème. C'est-à-dire qu'il y a des sans-culottes qui disent « nous voulons décider nous-mêmes ». Parce qu'un État essaie de maintenir l'unité à travers l'unité de la représentation, à travers l'unité de l'école. Et donc, la religion, nous ne sommes pas contre, disent ces républicains. Mais c'est un danger. Le petit père Combes a fait 2 thèses, a fait le séminaire. Le petit père Combes a écrit 2 thèses sur des religieux, sur, je crois, Thomas d'Aquin et sur, je crois, saint Anselme. Bon, il a été totalement formé dans le milieu religieux. Pardon ? Et en latin, certainement. Peut-être en latin, ça je ne sais pas. Oui, probablement, puisque même Jaurès fait sa thèse en latin. Voilà, alors voilà pourquoi nous ne sommes pas anglais. Est-ce que les Anglais ont raison ? Il faudrait changer la France, madame. Merci Lucien pour cette réponse concise, très concise même d'ailleurs, et qui, à la faveur de la communication de Pauline Piètre, a bien effectivement éclairé l'enjeu de la discussion. Je me permettrai simplement de dire un mot là-dessus. Méfions-nous malgré tout en France il y a une espèce de conscience malheureuse. Par moments, on se dit le meilleur, c'est l'autre. C'est mieux. Mais j'ai cité un simple fait très concret. Et je m'arrêterai là. Et je vais très vite céder la parole à Pauline Vidal-Delplanque. Il s'est trouvé que j'étais en juillet 2005 à Londres. C'est-à-dire, c'était le fameux mois, si vous vous souvenez, où il y a eu 2 attentats à Londres, islamistes. Remarquez que j'ai admiré le flegme des Britanniques dans le métro. On avait l'impression qu'il ne se passait rien. Mais j'ai été dans ce qu'on appelle maintenant le Londonistan. Vous ne verrez jamais un Parisistan. Alors ne nous plaignons pas trop, c'est-à-dire qu'il y a le côté sympathique que Pauline a très fort, que j'ai pu observer aussi. On peut monter une école, etc. C'est merveilleux. Mais il y a aussi le côté, la perversion du système, c'est que une religion peut, d'une certaine manière, pour parler comme Macron, faire séparatisme et tenir des discours de haine sur le pays qui l'a accueilli. C'est ça le Londinistan. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, il y a même un archevêque de Canterbury, qui est Rowan Williams, un grand esprit en théologie, qui préconisait, au nom des mêmes raisonnements, qu'on puisse appliquer une partie de la charia en Angleterre. Alors, vous imaginez l'archevêque de Paris faire ce genre de proposition. Je pense qu'il y a 2 millions de Français dans la rue immédiatement. Donc vous voyez bien que c'est un autre, de l'autre côté de la Manche, c'est un autre monde. Alors, avec ses très bons côtés, il y a quand même des côtés très séduisants, c'est vrai. Et puis alors, il y a aussi des côtés effrayants aussi. Alors, voilà. On est au rouet. Mais je vais laisser encore... Je crois que Pauline dire quelque chose. Non, juste effectivement sur cet aspect multiethnique et multireligieux dont on a parlé, il est vrai que l'on le voit, et notamment avec les attentats à Londres, on voit bien qu'il commence à y avoir quand même une petite crispation, notamment du Parti conservateur, sur cette question-là. Et Theresa May, en 2015, avait même dit il faudrait peut-être qu'on se recentre, la nation britannique se recentre autour des valeurs chrétiennes. Donc on voit bien qu'il y a quand même, ça interroge quand même, ces questions interrogent quand même la société britannique plus que ce qu'on croit. Oui, bien sûr. Voilà, alors, je cède immédiatement la parole à Pauline Vidal-Delplanque. Le droit la lex animata peut-être, va s'exprimer. Voilà. Alors, vous me permettrez de démarrer mes propos par des remerciements au professeur Bourdin et au professeur Jaume de m'avoir convié à cette séance académique. Et je précise qu'en raison de mes thèmes de recherche, j'avais acheté votre ouvrage dès sa parution. Et je me suis donc replongée dedans pour pouvoir discuter, et c'est un honneur pour moi et un privilège de pouvoir discuter avec vous sur ce sujet. Alors, vous avez vu le volume de l'ouvrage et je me contenterai donc que, malheureusement, de la partie 6. Laïcité et philosophie de la République, vous nous proposez, et la juriste que je suis ne peut être qu'intriguée
par un tel titre, et surtout que cela démarre directement avec le chapitre 1er du spirituel dans la République. Et ensuite, le chapitre suivant sur un islam et vers peut-être un gallicani, enfin un islam gallican. Alors bon, comme bonne juriste, je présenterai mes propos en deux parties qui correspondent aux donc, 2 derniers chapitres de votre ouvrage. Le premier thème que je voudrais aborder, si vous me permettez, semble être une substance à trouver à la République. Vous posez un contexte, toujours, qui m'interpelle. La République est-elle neutre devant les religions ? Le contexte relatif est celui de la loi de séparation des églises et de l'État, votée le 9 décembre 1905 et mise en application immédiatement. Cette laïcité, bien que je le rappelle, la loi de 1905 n'emploie pas ce terme, hein, elle emploie bien le principe de séparation des églises, d'ailleurs pas que de l'Église catholique, des églises et de l'État, c'est-à-dire de la société civile et de la société religieuse, c'est-à-dire autrement dit de la non-confessionnalité ou de la neutralité de l'État. Et l'État est donc, en France, n'est pas un féodé, n'est un féodé à aucun culte. Il n'exerce aucune pression sur les consciences. Il protège les individus de leurs croyances. Il garantit le libre exercice des cultes. Il traite de manière égale l'ensemble des cultes, puisqu'il accepte que le fait religieux soit géré par les règles internes au culte, ce qu'on appelle communément le droit ecclésial, qui ne convient pas toujours à toutes les religions. Le Conseil d'État a même eu à se prononcer dans son rapport de 2004 sur ce qu'était la laïcité. La laïcité, pour lui, c'est très clair. Elle doit se décliner en 3 principes. Neutralité de l'État, liberté religieuse, respect du pluralisme. C'est bien ce qui caractérise le contexte français d'aujourd'hui, mais qui peut poser effectivement question. Vous vous interrogez sur la neutralité réelle de cette République à l'égard des religions. Ce questionnement m'a quelque peu troublée. Effectivement, la laïcité, principe donc de neutralité de l'État en matière religieuse, respecte l'ensemble des croyances en posant comme corollaire l'égalité, en 2 mots, en matière religieuse, c'est-à-dire cette obligation d'indifférence des pouvoirs publics à l'appartenance religieuse et réciproquement. Nul ne peut d'ailleurs se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir de la règle commune. Pour autant, une complète autonomie de la sphère religieuse résulte donc de la séparation des églises et de l'État, n'a pas entraîné, évidemment, rupture de tout lien entre l'autorité publique et les religions. Au contraire, ça a même renforcé la nécessité pour l'autorité publique de disposer d'interlocuteurs institutionnels qui vont donc s'exprimer au nom des religions, connaître les dates des principales fêtes religieuses, accorder, reconnaissance à une congrégation religieuse, reconnaître telle personne compétente pour l'abattage rituel, ou encore même plus communément le contenu des émissions religieuses le dimanche matin à la télévision. C'est bien d'ailleurs ce que vous écrivez et ce que je partage totalement. La non-reconnaissance des religions n'exclut effectivement surtout pas le dialogue. Et vous dites bien, la non-reconnaissance des religions, ce n'est pas l'ignorance des religions. C'est bien à ce titre qu'il y a d'ailleurs neutralité de l'État et non laïcité de l'État. C'est la non-reconnaissance des religions qui n'exclut donc pas ce dialogue, qui ne signifie donc pas l'ignorance, je partage bien avec vous, puisque l'État va connaître le fait religieux sous sa dimension sociale, collective. Pour autant, vous écrivez « La République est-elle neutre devant les religions ?» Il me semble que vous vous interrogez sur le projet. Vous écrivez « Ce terrain n'est plus politique, mais politico-moral, posant que la République promeut et protège des valeurs. » Alors la question serait-elle le contenu, la finalité de cette République? Que veut-elle? De quoi est-elle constituée? Il me semble que vous y répondez en écrivant, la juriste est encore troublée, « République et patrimoine spirituel ». Vous considérez, comme la philosophe Monique Castillo, que l'esprit laïque, comme l'esprit républicain, est par lui-même une forme de spiritualité.
Et je pense que là, peut-être, il y a la différence entre la juriste et le philosophe politique. On note, je suis bien d'accord, une très grande vacuité substantielle dans la notion de république. Le projet politique est en panne, on le voit bien, il ne détermine pas de finalité, il ne donne pas de finalité. Alors, vous en déduisez, semble-t-il, qu'il existe un patrimoine spirituel qui est en lien avec la République. Et une de mes premières questions, ce sera que contient, quel est le contenu de ce patrimoine spirituel? Est-il au service de la nation, dont on a parlé tout à l'heure? Ce spirituel n'est pas le monopole des religions, mais alors que contient-il? Première question, j'en aurai 4 ou 5. La République est laïque, d'après la Constitution française de 1958, qui a d'ailleurs été rappelée par ma collègue. Dès lors, n'est-ce pas substantialiser cette laïcité? Vous l'évoquez bien, vous dites que l'ordre public, le principe de laïcité devient englobant, car constituant en lui-même l'ordre public. Vous évoquez l'ordre immatériel, politique et idéologique, ce que nous, les juristes, souvent on appelle plutôt l'ordre public moral, de Maurice Horiou, enfin sur la moralité publique. Ça veut dire que l'ordre public colonise la laïcité. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais ça veut dire aussi que dans ces cas-là, la laïcité va apparaître avec un contenu substantiel, comme pour véhiculer, on en parlait aussi tout à l'heure, comme pour véhiculer une conception du bien. Ceci me paraît très regrettable. Par conséquent, la laïcité apparaît en France comme alors une valeur substantielle, comme vous l'écrivez, un espace de spiritualité. Si on substantialise la notion, on va lui donner l'idée et l'ordre d'une valeur, en lieu et place d'un simple mode opératoire qui est, je ne sais pas, le religieux du politique, la société religieuse de la société politique. Si on fait émerger un ordre public immatériel, si on donne dans la laïcité, comment dirais-je, l'existence d'une valeur, à ce moment-là, j'aimerais vous entendre sur cette question-là, parce que la loi de 1905, c'est pas du tout ça. C'est article 1er, je me permets de vous le rappeler parce qu'on n'arrête pas d'en parler. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous réserve des restrictions ci-après, mais surtout dans l'intérêt de l'ordre public. Ça, c'est le versant, comment dirais-je, positif de la loi de 1905, avec la liberté religieuse, qui est la liberté matricielle de cette loi de séparation des églises et de l'État. Ensuite, on a un article 2 qui pose que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Là, on est dans la véritable définition de la laïcité, en fait, c'est-à-dire un double refus. Refus de reconnaissance, refus de subventionner, et c'est le versant prohibitif de cette loi de 1905. Ces articles principiels posent le fondement de cette laïcité, qui n'est pas dans les valeurs de la République, mais qui est un élément nécessaire au corpus républicain, puisque c'est le mode opératoire qu'on a décidé. Donc, si on en vient à substantialiser la laïcité, on va à ce moment-là avoir une sorte de basculement entre la laïcité-neutralité, ce qu'Aristide Briand appelait, j'aime bien sa formule, de l'État aconfessionnel, vers une laïcité qui va recouvrir des valeurs impératives, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va avoir un commandement de respecter, d'adhérer à des valeurs, au lieu d'avoir juste un commandement de neutralité. La République, qui est une culture consensuelle minimum et minimale dans laquelle la liberté religieuse s'épanouit, dans un État désengagé vis-à-vis des religions, et que la laïcité structure. Elle structure l'État républicain. Si c'est une valeur substantielle, il me semble que ce serait mieux que ce soit une coquille vide dans ces cas-là. Parce que, est-ce qu'il faut à ce moment-là ajouter, c'est ma seconde question plus ou moins, à l'évolution de notre triptyque des valeurs de la République, est-ce qu'il faut y ajouter, comme on entend beaucoup, la laïcité? Est-ce qu'on prend le bon chemin? Parce que la laïcité, c'est la pierre angulaire du pacte républicain, on est bien d'accord. Elle est plastique. Elle est là pour organiser les rapports Église-État. Mais est-ce qu'elle doit aller au-delà de cela? Et si elle va au-delà de cela, où est à ce moment-là également la place de l'islam et la place à trouver de l'islam? Deuxième point de mon propos, chapitre suivant. Vous partez du principe que l'islam n'a pas trouvé sa place, ce principe que je partage totalement avec vous, et vous évoquez un islam de France. La loi de séparation des églises et de l'État sous-entend l'égalité entre les cultes. Et aujourd'hui, l'islam, c'est la deuxième religion pratiquée par les Français, on est bien d'accord. Et où est sa place dans la République française?
le politique français a besoin, comme on l'a dit, de partenaires de dialogue, d'interlocuteurs. Et pour l'islam, où doit-on aller? Doit-on aller vers un islam gallican? C'est le contexte, que je ne partage pas trop. Vous rappelez l'ensemble des tentatives de structuration de l'islam, notamment vous évoquez le Conseil français du culte musulman, effectivement, et dont Emmanuel Macron a annoncé la mort le 16 février dernier en 2023, en annonçant que désormais c'était donc le FORIF, le Forum pour l'Islam de France. Encore une très très belle démonstration, n'est-ce pas, que depuis la loi de séparation des églises et de l'État, jamais un État ne s'est occupé autant d'une religion que la religion de l'islam. Mais bon. Et je vous lis, vous écrivez, que penser de la notion d'islam de France? Reprendre la formule d'un islam de France offre l'intérêt de rappeler l'une des tâches envisagées par les pouvoirs publics, rompre le lien organique entre les agents du culte sur notre territoire et les pays qui financent les imams détachés. Tout à fait d'accord, il faut rompre ce lien. Mais, question suivante, doit-on utiliser islam de France, islam en France, islam français? Cette religion qui doit prendre en accéléré le chemin emprunté par l'Église catholique il y a de nombreuses décennies. Notre liberté religieuse, elle s'exprime et elle s'exerce dans le cadre de la liberté politique. Avec la loi de séparation des églises et de l'État, la religion chrétienne, elle est entrée en démocratie, comme dirait Marcel Gauchet, puisqu'on a dépolitisé la religion et on a déthéologisé la politique. Donc, c'est bien cette partie dans votre livre sur l'islam gallican. Il faut promouvoir effectivement dans l'islam la foi, pas la loi. Il faut adapter très certainement les pratiques de l'islam au contexte particulier de la société française, puisque la société française, elle est sécularisée et elle est religieusement plurielle. Donc il faut bien que cette religion s'adapte et il faut bien réaffirmer donc certains éléments qui constituent notre vie commune, ce qu'on pourrait appeler une sorte de corpus républicain ou que contient à ce moment-là, effectivement. Et est-ce que c'est ça le patrimoine spirituel de la République dont vous aviez parlé au chapitre d'avant? Une question que je me suis posée. Cette religion musulmane, comment dirais-je, elle doit emprunter, je le disais, le chemin qu'a emprunté l'Église catholique. L'Église catholique, elle a compris, elle a accepté, avec difficulté, ça ne s'est pas fait doucement et tranquillement, avec le temps, elle a accepté la loi de 1905. Et il faut s'interroger de la même façon sur l'islam, à l'exception près que l'islam intervient après la loi. Elle intervient sur le sol français, elle s'implante après la loi de séparation, et non pendant ou en même temps ou en continuum. Et donc, si vous voulez, il y a une demande d'accélération de l'acceptation du concept de laïcité et en même temps une contextualisation de cette religion au sol français. Or, l'islam, c'est une religion très particulière, vous le dites bien. C'est bien une religion nationale, dans un système national, où les fidèles s'organisent par pays, où il n'y a pas de représentation supranationale, si je pousse le trait jusqu'au bout, où est le pape musulman, quoi. On l'attend toujours, on le cherche toujours, en tout cas, comme interlocuteur. L'imam n'est d'ailleurs pas la figure la plus importante, c'est la communauté qui est la figure la plus importante. Donc on comprend pourquoi il n'y a pas de clergé ou pas d'intermédiaire nécessaire. L'islam n'a pas connu, si je puis me permettre, l'exercice, l'examen critique du livre saint. Le Coran, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc d'une certaine façon, et vous le dites bien, vous dites c'est un profil à inventer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'ignorance des religions, dans cette France séparée du religieux, nous avons tout de même besoin, afin que l'ordre public règne, afin de pouvoir effectivement pouvoir dire ce qui est correct, pas correct au niveau des juridictions notamment, d'avoir des interlocuteurs privilégiés qui vont à ce moment-là permettre d'identifier, de révéler, d'informer sur ce qui est dans les pratiques cultuelles, de ce qui est des pratiques culturelles au sein de l'islam, de ce que Pierre Manant appelle les mœurs musulmanes. Fabriquer l'islam sur le modèle des religions qui étaient présentes sur le sol français en 1905, ça me paraît relativement inopportun, inadéquat et difficile. Il faut le contextualiser véritablement à la France dans ce continuum républicain. Et du coup, je m'interroge effectivement sur islam français, islam de France.
tout en ayant, je trouve, espoir, si je puis me permettre, par rapport à cette religion, sur le premier compte-rendu du FORIF, justement, de février 2023, là. Parce qu'ils conviennent qu'il faut structurer l'islam, on est toujours à la même chose, essayer d'avoir un représentant, mais ils s'interrogent, me semble-t-il, sur un volet supplémentaire par rapport à ce que faisait le Conseil français du culte musulman, puisqu'ils s'interrogent sur 2 volets, ils veulent travailler sur 2 volets dans l'année qui vienne, sur le volet représentativité, on reste dans ce qui était classique, mais également légitimité. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour eux de s'interroger sur ce point-là. Enfin, dernier point que je voudrais aborder avec vous, puisque c'est quelque chose qui m'interpelle comme chercheuse, c'est ce que j'appelle, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser et prendre le temps d'avoir une politique publique du fait religieux en France, une vraie. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, nous avons eu une loi, la loi, je vais revenir dessus, on en a un tout petit peu parlé, la loi du 24 août 2021, que tout le monde appelle loi contre le séparatisme, mais donnons-lui, je suis juriste, son vrai nom. Donc, loi, effectivement, 2021-1109, qui conforte le respect des principes de la République, qui est, alors, c'est pas, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne loi, mais qui est, en tout cas, dans la suite logique de la société actuelle. Ça, on y allait et on allait y aller. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une frénésie quand même sécuritaire qui s'est installée et que donc on veut en venir à une forme de contrôle. Je m'explique. Tout culte désormais doit faire une obligation déclarative. Ce que feu le doyen Machelon appelait finalement le rescrit cultuel. On est d'accord. Sauf que ce n'est pas du tout dans l'esprit de la loi de 1905. Nous sommes dans une loi de 2021 qui plaît peut-être, qui apporte peut-être un sentiment d'approbation de l'ensemble des Français, mais c'est une loi qui me paraît particulièrement illibérale. Aujourd'hui, le bras armé de l'État, c'est le préfet, puisqu'il faut faire cette obligation de déclaration. Alors qu'en 1905, ils ont eu beau séparer les églises de l'État, ils ont mis comme bras armé de l'État le Conseil d'État, le juge qui va dire le droit, c'est-à-dire ce qui est encore dans l'ordre public ou ce qui dépasse et déborde l'ordre public. Et cette loi de 2021, j'attire votre attention parce que elle conforte les principes de la République, mais elle inverse l'ordre des priorités de 1905. Et c'est passé totalement, quasiment inaperçu. Son titre premier, vous vous souvenez, je vous ai rappelé les 2 articles qui débutent la loi de 1905. Là, son titre premier, c'est, écoutez bien, garantir le respect des principes de la République et des exigences de la vie en société. Sur le principe, ça ne me gêne pas, c'est le but de la loi, on est bien d'accord. Sauf que du coup, en titre 2, seulement en titre 2, s'intitule « Garantir le libre exercice des cultes ». Et ça, c'est totalement, me semble-t-il, inverser la philosophie, l'esprit de la loi de 1905, qui est d'abord une loi pour nous protéger d'avoir une liberté de conscience, une liberté de pratique du culte. La liberté de pratique du culte, bon, elle est moins absolue, puisqu'il faut être dans l'ordre public, dans le respect de l'ordre public, mais elle est quand même première. Je vous le disais bien, c'est quand même la liberté matricielle. Là, c'est l'inverse. Et ce titre 2 est d'autant plus surprenant qu'il n'a absolument pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité de cette loi, c'est uniquement sur le titre premier. Alors que ce titre 2, alors détricote, j'exagère un peu le trait, mais en tout cas bouleverse l'équilibre de la loi de 1905. Et comme je vous le disais, mon Conseil d'État, c'est mon juge, hein, donc c'est mon Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui était ce régulateur, on est bien d'accord, ne l'est plus. Désormais, si je reprends Gabriel Lebras, il disait que le Conseil d'État était régulateur de la vie paroissiale. Le régulateur de la vie paroissiale aujourd'hui, c'est le préfet. C'est-à-dire un agent de l'État, pas un juge. Et cette loi, finalement, elle est allée... Et elle a été dirigée essentiellement vers un culte, vers une religion, l'islam. Et ça me paraît rompre le principe qui est posé, et que je vous ai expliqué tout à l'heure, par la loi de 1905, qui est l'égalité des cultes. Il n'y a plus de forme d'égalité des cultes.
Alors, sommes-nous toujours dans l'esprit de la loi de 1905, de cette vision conciliatrice de la loi de 1905? Est-ce que la laïcité est toujours cette pierre angulaire du pacte républicain en protégeant la liberté religieuse contre toute ingérence? Ça fait partie des questions sur lesquelles voilà, je m'interroge et je me permets de vous interroger. Et de ce fait, n'est-il pas temps de prendre le temps, c'est le moins qu'on puisse dire, en raison notamment de la question de l'islam, mais de, comment dirais-je, poser une politique publique du fait religieux? Nous sommes face à une religion dont nous n'avons pour l'instant que des ressorts quasi sécuritaires par rapport à celle-là. Et en même temps, on ne fait que s'en préoccuper. Nous avons une acculturation totale de nos hommes politiques. Nous avons également une société qui ignore, enfin c'est même pas qu'elle ignore, c'est qu'elle ne connaît pas, c'est pire. Elle ne connaît pas le fait religieux, les religions, etc. Ne serait-il pas donc intéressant que notre République française se dote d'une politique publique du fait religieux? Et j'en terminerai ainsi, mais également comme ma collègue, j'en terminerai sur cette laïcité française. Ne serait-elle pas un éternel défi, comme vous le dites, et n'est-elle pas définitivement, elle n'est pas en tout cas définitivement close, comme vous le dites bien, et elle se renouvelle sans arrêt, ou je l'espère. Voilà, donc je vous remercie. Merci Pauline pour cet exposé juridique passionnant et très, très important, de fait indispensable pour clarifier un certain nombre de points, de concepts. Et notamment, je retiens autour de la valeur principe. C'est pas la même chose. Et puis, les deux autres points aussi sont très importants. Mais je ne veux pas entrer dans la discussion. Ce n'est pas mon rôle ici. En tout cas, peut-être que je dirai des choses, mais c'est pas le moment pour moi. Donc, je cède tout de suite la parole à Lucien Jaume, qui, bien sûr, va certainement réagir et dire des choses. Le philosophe va s'exprimer et répondre à la juriste. Voilà. C'est une fable de La Fontaine. Bon, on va essayer de faire mieux. Alors, dans la première question, sur le patrimoine spirituel, je signale, enfin vous le savez, que l'expression se trouve chez Jules Ferry et elle est surtout développée par le vrai auteur des lois de 1882 et des autres lois, c'est-à-dire Ferdinand Buisson. Car Ferdinand Buisson a rédigé tous les textes de Jules Ferry, aussi bien législatifs que d'ordre réglementaire, les décrets, etc., les arrêtés, etc. Et l'expression de patrimoine spirituel vient du fait, il faut quand même préciser cela tout de suite, que Buisson est un protestant qui a été chassé de son église parce que très jeune, il a osé des interprétations que son église n'admettait pas. C'est un protestant qui reste très fier de l'avoir été et qui dit tout simplement la laïcité, c'est la transposition des valeurs chrétiennes à l'État républicain. Jules Ferry ne dit pas cela. Jules Ferry dit l'enseignement de la morale laïque est un enseignement distinct des confessions. Voilà exactement sa phrase. Au Sénat, il l'a répété 2 fois. L'enseignement laïque est un enseignement distinct des confessions, mais il ne les contredit pas. Et dans son énorme dictionnaire de pédagogie, 5000 pages, que tout instituteur devait lire, Ferdinand Buisson, qui est lui-même le directeur de l'enseignement primaire pendant 17 ans, nommé à ce poste par le ministre Ferry, c'est par ailleurs un homme orchestre extraordinaire qui recevra le prix Nobel de la paix en 1932. Non, il meurt en 1932, quelques années auparavant. Bon, Buisson tenait beaucoup à dire que l'école républicaine devait énormément au christianisme. Mais le christianisme lui-même n'est que l'aboutissement de la religion. Dans des conférences qu'il a données, et auxquelles le pasteur Wagner a répondu, il explique que la religion, depuis les temps préhistoriques, a cheminé, que les religions sont devenues intolérantes, mais que la morale, dit-il, a corrigé les religions. Et la morale corrige de plus en plus les religions, dit-il, au XXe siècle. Et de ce fait, la laïcité n'est absolument pas en rupture avec la religion, c'est-à-dire avec le christianisme, mais elle est en rupture avec le dogme, elle est en rupture avec le culte, elle est en rupture avec l'Église catholique, et même les églises protestantes ne sauraient s'emparer de la laïcité.
Alors, effectivement, il rôde là quelque chose que j'ai beaucoup souligné dans mon livre, c'est que la laïcité des pères fondateurs ne se voyait pas anti-religieuse. Pas du tout. Et on a rappelé que Jules Ferry disait « Dans les familles, on donne l'enseignement juif, on donne l'enseignement protestant, on donne l'enseignement catholique, et à l'époque, vous ne pouvez pas dire musulman, bien sûr. Eh bien, nous, dans la morale laïque de l'école, nous sommes le complément. » C'est le terme qu'il emploie à chaque fois. Nous sommes le complément. « Je suis anti-clérical, dit Jules Ferry dans une séance célèbre. Je ne suis pas anti-religieux. » Et songez à Emmanuel Kant, quand Kant distingue ce qu'il appelle la foi d'Église et la foi intérieure. C'est une distinction très importante chez Kant, la foi d'Église et la foi intérieure. Alors, quel est le contenu de ce patrimoine, vous me demandez? Liberté, égalité, fraternité et même solidarité, sinon solidarisme républicain. Le contenu de ce patrimoine, ce sont les valeurs chrétiennes, disent-ils, mais que nous avons transposées. Il faut, dit, alors, une des formules étonnantes de Buisson, il faut laïciser la religion. Ça paraît un oxymore, mais c'est toute leur ambiguïté, ou leur ambivalence, comme vous voudrez. C'est toute leur ambivalence. À la différence du petit père Combes, ils ne font pas la guerre à l'Église catholique. Simplement, ils la remettent à sa place, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon familière et entre guillemets. Ce dont l'Église, finalement, s'est bien portée, puisque, comme vous l'avez dit, l'Église catholique a considéré que, finalement, la laïcité à la française était une bonne chose, finalement. Bon, après Vatican II. Alors, est-ce que c'est un espace ou est-ce que c'est une substantialité? Étant donné qu'il y a un militantisme laïque, étant donné que de vraies guerres se sont livrées après la loi de 1905, enfin, souvenons-nous de ce qui s'est passé. Il y a même eu 2 morts, d'ailleurs, dans l'affaire des inventaires. Évidemment, la laïcité devient forcément une substantialité, car des valeurs sont prises en main par des partis, par des organisations, par des associations. La Ligue des droits de l'homme a été fondée par Ferdinand Buisson. Il a fondé d'ailleurs 3 ou 4 associations. C'est un homme orchestre. Il s'occupait de tout. C'était vraiment... Et pourtant, quelle mémoire avons-nous gardé de Ferdinand Buisson? Presque rien. C'est tout à fait étonnant de voir comment cet homme qui avait 36 talents, qui avait des relations internationales, qui s'occupait de la guerre et de la paix, qui s'occupait de 36 choses, et notamment de l'école, comment cet homme, nous l'avons presque oublié. Alors, est-ce qu'il y a un basculement vers des valeurs opératoires? Est-ce qu'il faut distinguer entre principes juridiques et valeurs? Oui, je pense qu'il faut continuer à distinguer entre les principes juridiques et les valeurs, mais inévitablement, si la laïcité est l'idéologie de l'État français républicain, inévitablement, il y a aussi des valeurs laïques. Alors, pour ma part, en tant que philosophe, j'ai essayé de transformer un peu la question. Je ne suis pas le seul. D'autres auteurs allaient vers ce sens. Vous avez cité mon amie Monique Castillo, décédée prématurément. Mais il y a d'autres auteurs. Par exemple, le livre de Pena Ruiz, Marianne et la République. Je ne partage pas tout ce qu'il dit. Mais nous nous retrouvons sur l'idée suivante, c'est que, du point de vue philosophique, la laïcité consiste à s'interroger sur ses présupposés. Elle consiste à s'ouvrir à l'autre. Problème fondamental, c'est que la laïcité ne doit pas poser une exclusion. Et je m'appuie dans le livre, à la fin du livre, sur le philosophe Alain, qui, dans un propos très ramassé, disait « penser, c'est dire non ». Non à quoi? Non aux dictateurs, non aux mensonges, non aux médias, non à tout ce qui nous paraît faux, non à soi-même, c'est-à-dire non à mes présupposés, non à mes croyances, comme dit Descartes, mes nourrices et mes parents m'ont infusé de croyances, non à mes premières croyances, non à ce que je tiens pour évident, pour dire oui ensuite à ce que j'ai démontré. Alors, il me semble que quand je lis les textes de Jules Ferry et quand je lis le BO de 2008 que j'ai ici renouvelé en 2015, nous sommes dans une très grande continuité. C'est-à-dire que les instructions, reste à voir si elles sont appliquées, les instructions sont que la laïcité à l'école
consiste à aider l'enfant à construire un esprit critique, à l'ouvrir à la tolérance et également à le conduire à des réflexions sur le mensonge, sur la liberté, sur l'égalité, à des exercices philosophiques, dit le BO exactement. Bon, je n'entre pas en détail, j'ai les textes ici, vous les trouverez sur Internet si vous voulez. 2008, légèrement modifiés en 2015, sont des textes très intéressants. En réalité, en parfaite continuité avec Jules Ferry. Simplement, Jules Ferry était plus moralisateur. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut être respectueux des personnes âgées. Il faut aimer le travail. Il faut être prêt à mourir pour la patrie. Bon, ça, vous trouvez ça dans les instructions de la morale laïque de Jules Ferry. Ce n'est pas exactement ce que vous trouvez à l'époque d'aujourd'hui, dans le BO d'aujourd'hui. Mais, si vous regardez, vous verrez que l'idée, c'est de former un citoyen, en effet. Pas à la façon anglaise, probablement, à la façon britannique, probablement pas, mais l'idée est de former un citoyen. Alors, qu'en est-il de l'islam alors, si, effectivement, il y a des valeurs opératives qui s'introduisent dans l'idéologie laïque? Les auteurs que j'ai lus, certains des auteurs que j'ai lus, et en tout cas le texte sur le site de la Grande Mosquée de Paris, explique bien qu'il s'agit d'un islam de France, charte des principes pour l'islam de France. Ça veut dire dans le cadre de la souveraineté française, de l'État, présence de l'État français et des citoyens français. Et non pas un islam français. Bon, ça veut dire qu'on n'imposera pas au culte musulman de penser comme les Français. Mais toute la question est de savoir qu'est-ce que veut dire qu'une religion, qu'une confession pense. Je reviens à mon introduction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une confession pense vis-à-vis de la doctrine de l'État, vis-à-vis de la politique de l'État? C'est tout le problème de l'expression citoyenne des religions. Ce problème, évidemment, je ne peux pas prétendre le traiter aujourd'hui. Je vous lis une seule phrase de la Charte des principes pour l'islam de France. Une seule phrase. C'est dans le préambule même de la Charte. Aucune conviction religieuse ne peut être invoquée pour se soustraire aux obligations des citoyens. Vous avez cité en tant que juriste une formule analogue, n'est-ce pas? Voilà. Aucun privilège à partir d'une conviction religieuse. Tout est dit, presque. Enfin, la suite du texte est extrêmement intéressante, mais alors vous voyez que le texte dit égalité entre les hommes et les femmes. Le texte dit nous acceptons la Constitution française, nous acceptons la Déclaration des droits de l'homme, nous acceptons les textes européens sur les droits fondamentaux, et nous condamnons toute activité militaire au nom de l'islam. Et par-dessus le marché, la Charte met en note les 5 associations qu'elle condamne, ce qui est quand même assez courageux. Les désigne. Islam de France ne veut pas dire forcément un islam à la sauce française. Mais, ici, 2 problèmes que j'évoquerai, qui, je crois, répondent un petit peu aussi à vos interrogations. Premier problème, que font les intellectuels musulmans? J'en ai parlé, par exemple, dans l'association qui m'invite parfois, la Fondation de l'Islam de France, qui est très démocrate, très républicaine. Que font les intellectuels musulmans? Car c'est quand même de leur côté que doit venir une réflexion, une proposition d'entrée réelle de l'islam dans l'unité nationale, de l'islam sunnite, puisque c'est de lui dont il s'agit, dans l'unité nationale. Et deuxième problème que nous connaissons, qu'en est-il de la formation des imams? Et où en sommes-nous? Et je crois que là, les choses piétinent un peu. Tant que les imams introduisent en France des considérations, des a priori, des condamnations qui viennent des pays dont ils sont issus et par qui souvent, à, je crois 68%, ils sont financés, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir un islam de France. C'est un islam importé, avec tous les préjugés importés. Donc, voilà. Donc ces 2 problèmes sont des problèmes du politique. Et du politique, oui, mais aussi des intellectuels musulmans, encore une fois, j'y reviens, également. Et là, je crois que, pour le moment, on piétine plutôt. Et évidemment, si le silence s'établit, nous risquons d'avoir des retombées dangereuses.
Alors, je ne suis pas juriste et donc je me garderai de me prononcer sur la loi confortant les principes de la République, n'est-ce pas? J'ai lu un certain nombre de juristes qui vont dans votre sens, c'est-à-dire qui considèrent qu'on est passé d'une laïcité de liberté à une laïcité de contrôle. Et je suis d'accord avec vous pour valoriser énormément l'article 1 de la loi de 1905. Philippe Portier, d'ailleurs, dans l'un de ses livres, a bien souligné l'importance aussi de la formulation « La République assure la liberté de conscience ». Philippe Portier écrit « Ce n'est pas la République reconnaît la liberté de conscience, c'est la République met en œuvre les moyens pour protéger la liberté de conscience qui est le bien le plus précieux de cette République ». Et la phrase suivante, en effet, toujours dans l'article 1, elle garantit le libre exercice des cultes. Ce qui aussi implique une République qui n'est pas du tout passive et qui en effet a des liens, qui ignore les religions en un sens, mais qui s'intéresse à la, comment dirons-nous, à l'épanouissement finalement, dans le cadre national de ces religions. Je crois que vous avez tout dit sur cette loi, enfin, d'un certain point de vue. J'ai ici l'analyse que l'Académie catholique de France avait faite. C'est une analyse évidemment très critique aussi, et je retrouve un certain nombre de vos propos. Le problème d'ailleurs qu'a rencontré, semble-t-il, le gouvernement, c'est qu'on ne pouvait pas faire une loi seulement sur l'islam. Il fallait faire une loi sur toutes les religions. Et en faisant une loi sur toutes les religions, une suspicion, comme dit ce texte par exemple, une suspicion a priori, d'où le préfet, une suspicion a priori pèse sur les confessions. La liberté d'association ça a été une grande conquête du libéralisme français, politique et juridique, c'est que la liberté d'association interdisait que l'on soit autorisé à fonder une association. Ça a été un combat de tout le XIXe siècle. Arriver à une liberté d'association qui n'est pas autorisée par monsieur le préfet. Là, nous sommes revenus en arrière, en effet. Oui, c'est la première annulation du Conseil constitutionnel quand ils ont voulu faire basculer cette loi de 1901, effectivement, en demandant d'abord de déposer un récépissé et ensuite, quand il y aurait réponse, la liberté d'association, enfin votre association pourrait vivre. Alors que effectivement, depuis 1901, vous allez à la préfecture déposer vos statuts. Et si jamais effectivement derrière on s'aperçoit que vous prônez, et encore il faut vraiment prôner des choses terribles, contraire aux bonnes mœurs. Oui, non, contraire aux bonnes mœurs, ça passe là, je crois. En France, c'est plutôt du terrorisme, etc. À ce moment-là, effectivement, viendra vous retirer votre association. Et là, pour les cultes, on a complètement fait ce que le Conseil constitue a annulé en 71, la première fois qu'il a annulé une loi. Bien, beau débat. Merci Lucien de tout ce que tu nous as dit, c'est très important. Puis ça prouve que la discussion, il y a un véritable dialogue des rationalités. Voilà, moi j'aime bien ça, c'est-à-dire que le droit, la philosophie, l'histoire peuvent discuter et sur le même objet aborder la question, forcément selon des logiques qui ne sont pas les mêmes, parce que celles d'un historien, d'une historienne, d'un philosophe ou d'une juriste n'ont pas les mêmes logiques internes, mais elles permettent précisément d'enrichir la question et non pas la traiter sous un angle purement et simplement unilatéral. Je dirais simplement, pour ce qui me concerne, que pour aller en direction de ce que disait Pauline, c'est vrai qu'il y a quand même une dérive. Moi, je ne suis pas juriste, hein, je vois la chose sous un autre angle, plus comme philosophe politique d'ailleurs. Tu parlais de substantialisation, on pourrait dire même de phénomène identitaire. La laïcité elle-même se fait identitaire, et si elle se fait identitaire, c'est parce que précisément, elle n'est plus fédératrice. Alors à ce moment-là, elle bascule du côté des principes organisateurs, titre 1, liberté de culte, c'est une organisation, vers une valeur, c'est-à-dire donc qu'elle devient une substance en soi. Je crois que c'est le président Chirac qui était le premier, il me semble bien, je n'ai pas de souvenir avant, quand il s'est mis à parler des valeurs ou de la valeur de la laïcité. Le jour où un chef d'État, qui est lui-même garant de la Constitution, article 1, se met à parler non plus de principe,
mais de la valeur de la laïcité. C'est pas gauche-droite, hein, c'est pas, je rentre pas dans ce débat. Il nous égare. Parce qu'il n'est pas là pour ça. C'est parler de valeur de la laïcité me paraît être, de fait, une dérive. Un simple exemple, il y a un an et demi peut-être maintenant, vous savez, dans ces fameux panneaux d'ECO qu'on voit dans toutes nos rues, le gouvernement a très vite fait de retirer la publicité. Pour les enfants à l'école, on voit un Asiatique méridional, un petit Africain, et puis, je sais plus, une Maghrébine, je suppose. Et voilà l'école. Voilà la laïcité, c'est le respect de la différence pour le vivre ensemble. Alors c'est bien. Il vaut mieux ça que leur d'enseigner la violence interethnique, évidemment. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la laïcité? C'est-à-dire que le Ferdinand Buisson serait là, le petit père Combes ou Aristide Briand serait là, il dirait, mais c'est étrange, parce qu'on ne voit pas très bien le rapport avec les articles de la loi de 1905. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien la dérive. D'ailleurs, très vite, le gouvernement... C'est presque une propagande gouvernementale sympathique. Mais c'est une forme de propagande. Ça veut dire, c'est ça. Voilà, c'est le vivre ensemble. Mais je n'ai jamais lu le moindre article dans la loi de 1905 qui nous parle de vivre ensemble. C'est-à-dire que... Et là, on est dans la valeur. C'est-à-dire que, en fait, comme nous vivons dans des sociétés multiculturelles, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans, donc il y avait une profonde homogénéité, le combat était en fait cléricaux, anticléricaux, mais de l'intérieur, il y a la même histoire. C'était le même monde. Et là, c'est plus le cas. Alors, on demande à la laïcité des choses pour lesquelles elle n'a pas été... Enfin, ce qu'on appelle laïcité, qui est le mot lui-même n'existant pas d'ailleurs dans la loi, des choses pour lesquelles elle n'est pas faite. Ça n'a jamais été le projet. C'est-à-dire que désormais, on attend d'elle des réponses qui ne sont pas de son ressort. Alors moi, j'ai ma petite idée là-dessus, Lucien le sait bien. Je crois qu'en fait, quand on lit une pub comme ça, pub gouvernementale en plus, de cet ordre-là, ils ne parlent pas de la laïcité. En fait, ils mettent sur le compte de la laïcité une autre réalité qui est innommable de nos jours. Innommable, je vais vous dire laquelle, c'est la nation. Sinon, regarde, ils vont se faire passer pour un gouvernement d'extrême droite. Le mot lui-même a été complètement subverti. Alors, si vous dites ça, c'est fini. Vous êtes passé pour un identitaire. Mais le vivre ensemble, c'est deux mots qui, en fait, parlent d'un mot unique. À quel corps politique appartenez-vous? C'est l'article 3 de la DDHC de 1789. La souveraineté réside essentiellement dans la nation, nous dit l'article. Je ne crois pas que les révolutionnaires étaient des nationalistes romantiques d'extrême droite. Je dis ça devant un spécialiste de cette époque et de la Révolution. On voit bien que c'est le problème. C'est-à-dire que la laïcité, elle s'est faite de l'intérieur d'une république et d'une conscience nationale. Il ne faut pas oublier que c'est à l'époque, nous avons Ernest Lavis, le roman national, le Malaïsac, tout ça marche à plein, c'est fait pour. Et donc la laïcité vient, au fond, compléter, sanctionner cette conscience. Mais maintenant, elle est orpheline. Elle est orpheline. Donc on lui demande de remplir un office par rapport à une donnée qui était refoulée. Et qui refait surface par les phénomènes, effectivement, identitaires qu'on connaît. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, elle ne peut plus être simplement un principe. On lui demande d'être une valeur. On lui demande d'être une valeur. Et le discours aujourd'hui presque pan explicatif autour de la valeur est même dangereux parce que les valeurs, ça peut être très intolérant. Une valeur, c'est très subjectif. Personne ne se pose cette question. Et je crains fort que la valeur, au fond, on pense à Max Weber, et polythéisme des valeurs. D'ailleurs, dans l'expression weberienne de polythéisme des valeurs, il y a le retour à une notion très je dirais, non pas polysémique, mais métaphorique, voilà. Métaphorique, puisque dans polythéisme, il y a religion. C'est très étrange, cette expression de Max Weber. Polythéisme des valeurs. Polythéisme, c'est un mot qui renvoie à la religion. Et
évidemment, on peut se demander si on n'encourt pas le danger d'une guerre des valeurs. Et qu'en fait, la question de la valeur donc, ne règle rien. Bon, mais je n'en dis pas plus. J'ai suffisamment parlé. Je voulais simplement apporter quelques éléments de réflexion. Mais la parole est à vous. Alors... Il n'y a pas un micro. Alors, oui. Alors, plusieurs personnes ont levé le doigt. Je ne veux pas... Bon, oui, commençons par monsieur, tout à fait, puis on remontera progressivement. Oui, bonsoir. Merci pour ces exposés tout à fait passionnants de 3 points de vue complémentaires. Moi, je vais dire d'où je parle. Donc, je suis conseiller d'État et ancien membre du comité de la laïcité, de l'Observatoire de la laïcité, qui a été détruit par des laïcistes, comme vous savez, qui était plutôt considéré comme un organe modéré. Alors, j'ai quelques remarques et une expérience dont je voudrais témoigner. Sur la partie, le panorama historique, sous le contrôle de l'historienne, tout de même, entre la Révolution qui a clivé et la Troisième République, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu Napoléon et les concordats. Il y a eu ensuite l'opposition quand même très nette, très déterminée de l'Église à la République, qui s'est terminée par le fameux toast d'Alger du cardinal Lavigerie en 1890, qui a marqué un tournant. Mais évidemment, le problème est toujours de savoir qui a commencé. Mais enfin, on peut considérer quand même que les républicains, donc les partisans de la République, puisqu'au début de la Troisième République, il n'y avait pas que des partisans de la République, pouvaient considérer que l'Église était une ennemie. C'est quand même un élément à avoir en tête. Et puis, il y a quand même toute l'histoire de France, les guerres de religion, l'attitude ambiguë à l'égard du judaïsme, etc. C'était un fond qui pouvait justifier, qui pouvait expliquer un certain anticléricalisme. Alors après, la grande loi, c'est intéressant ce qui a été dit sur le droit d'association, la liberté d'association. La grande loi anticléricale, c'est celle de 1901, c'est pas celle de 1905. Parce que celle de 1901, elle exclut les congrégations religieuses du droit des associations. J'en parlais avec le père Danto, d'ailleurs, je me demandais si la loi qui exclut, qui pose le régime des congrégations, soumise au Conseil constitutionnel, elle serait considérée comme constitutionnelle. C'est pas du tout inévident, parce que c'est une rupture d'égalité. Et alors, elle a eu des conséquences importantes. Le livre d'Émile Poula, Le grand exil des congrégations. Le général de Gaulle est quand même parti faire ses études en Belgique pour suivre ses professeurs. Bon. Et puis il fallait une loi pour autoriser une congrégation religieuse. Une loi, vous vous rendez compte? Et évidemment, une assemblée parlementaire qui était hostile. Alors après, on l'a donné au Conseil d'État, qui a eu, je crois, je ne défends pas systématiquement l'institution, d'autant qu'à cette époque, je n'y étais pas, mais qui a eu une attitude modérée et constructive. Troisième élément, vous l'avez dit, mais je voudrais y insister, l'Église catholique est quand même, un peu par une ruse de l'histoire, la grande bénéficiaire de la loi de 1905. Parce que c'est bien pour ça que l'Église n'est pas favorable à ce qu'on la remette en cause, sauf peut-être sur certains points. D'une part, elle a acquis son indépendance. Il faut rappeler que les prêtres et les évêques étaient des fonctionnaires. Et d'ailleurs, Combes, avant 1905, avait menacé de traduire les évêques qui avaient été voir le pape pour discuter de la construction de l'étoile devant un conseil de discipline, parce que les évêques devaient demander l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour sortir du territoire, comme un préfet, finalement. C'était des préfets religieux. Bon, acquis l'indépendance, et puis surtout réaliser une opération financière extraordinaire, avec la prise en charge par les communes, puis par l'État pour les cathédrales, de l'entretien des édifices du culte, dans la période, finalement,
entre la séparation et les accords Poincaré-Cerruti. Bon, donc ça, c'est un élément, je crois, essentiel. Alors après, il y a la pratique de la séparation. Et moi, je voudrais livrer un témoignage, je ne vais pas être trop long, mais j'ai contribué à convaincre le Premier ministre Lionel Jospin de créer l'instance de dialogue en février 2002, qui se réunit périodiquement entre l'État et l'Église. Parce que, l'expression a été employée, la séparation ne veut pas dire l'absence de dialogue. Et il y avait absence de dialogue. Il y avait beaucoup de sujets à traiter, parfois extrêmement techniques, comme quand il y a un concert dans une église, à qui vont les recettes, comment on les partage, etc. Et ça n'était pas traité, là, parfois au niveau supérieur, parfois au niveau inférieur. Et alors, c'est intéressant parce que cet accord a été signé, et alors, c'était avec les représentants de l'épiscopat et du gouvernement. Et là, le cardinal Lustiger m'a dit, mais en droit canonique, comme il s'agit de relations avec un État, il faut que le nonce soit présent. Et donc le Premier ministre m'a dit, mais moi je n'ai pas à définir la composition de la délégation de l'Église catholique, donc allons-y pour le nonce. Mais qui a été contre? Une partie de l'épiscopat national, au nom d'une sorte de résurgence quand même du gallicanisme. Donc on était un peu à front renversé. Mais finalement, depuis cette époque, cette instance fonctionne, et elle fonctionne parce qu'elle a été créée par un Premier ministre d'origine protestante se proclamant athée. Elle aurait été créée par Édouard Balladur, il y aurait eu des manifestations dans la rue. Voilà. Et donc ça, c'est une forme de dialogue. Encore un élément, l'avant-dernier, sur le culte musulman. Oui, sur le culte musulman. Le problème du culte musulman, c'est qu'il n'y a pas de clergé. On ne va pas regretter de ne pas avoir de chiisme, mais il n'y a pas de clergé. Et les imams, vous savez bien qu'on désigne un imam, et vous savez bien aussi que l'islam en France, il est, comme on dit, consulaire. Hein, la mosquée de Paris, elle est algérienne. Le recteur, il est un fonctionnaire payé par l'Algérie. Il y a les Marocains, il y a les Turcs. Ça, c'est une très grande difficulté. Alors on tourne. C'est d'ailleurs un argument que j'avais utilisé pour dire que ce n'était pas contre la séparation d'avoir des réunions régulières avec l'Église catholique, puisqu'on voulait organiser le culte musulman et qu'on avait les réunions du CRIF. Voilà. Enfin, dernier élément sur la loi de 2021, c'est une loi de circonstances et de communication, comme il y en a beaucoup maintenant. C'est dommage. Il ne faut pas exagérer le risque juridique, parce que le préfet prend les décisions, c'est pas le Conseil d'État, mais le préfet, il est soumis à la juridiction administrative quand même. Hein. Et donc, les décisions qui méconnaîtraient non seulement la loi de 1905, mais la Déclaration des droits de l'homme qui garantit aussi la liberté de conscience et donc la liberté de culte, qui est un élément de la liberté de conscience, peut parfaitement être un élément conduisant à l'annulation d'une décision du préfet, puisque le Conseil d'État, enfin les tribunaux administratifs s'agissant du préfet, puis les cours administratives d'appel ou le Conseil d'État vérifient la conformité à la Constitution. Il n'y a pas que le Conseil constitutionnel. Il les vérifie pour les actes réglementaires, comme vous savez. Voilà. Donc je crois qu'on va voir comment ça fonctionne, mais en effet c'est une loi, comme ça a été très bien dit, qui a été faite pour répondre à une pression de l'opinion supposée sur l'islam. Comme on peut la faire que sur l'islam, voilà, on donne une gifle aux deux autres enfants pour paraître égalitaire. Et en effet, c'est un peu fâcheux. Voilà, merci. Il faut faire parler d'autres personnes. Merci. Tout d'abord, merci pour vos propos éclairants et féconds. Moi, j'aurais 3 remarques concernant l'État et l'islam. Tout d'abord, par rapport à une question de date, il a été dit que, bon, en 1905, c'était compliqué d'évoquer l'islam, puisque il se trouve que depuis 1848, il y avait des départements français. Moi, je parlerai à ce moment-là d'un point de vue strictement historique de rendez-vous manqué, puisque le décret de 1870 Crémieux,
qui donnait aux indigènes habitants dans les départements français d'Algérie la possibilité d'être citoyens, n'a pas été étendue à leur corps religionnaire musulman. Premier rendez-vous manqué. Deuxième rendez-vous manqué, et je ne l'ai pas entendu dans vos propos, mais il n'y a pas eu de volonté d'étendre au-delà de la Méditerranée la loi de 1905. Ou peut-être que je me trompe. Non, je ne crois pas. L'erreur est humaine. Hein, mais voilà. Donc, des rendez-vous manqués, puis peut-être, deuxième point, une mémoire à retrouver. Une mémoire qu'on aurait tous à retrouver, puisque je rappelle que l'éminente juriste va voir le point de 1885 à 1962, 8 décennies, c'est un âge mûr, hein. La faculté de droit d'Alger avait une revue de jurisprudence et de droit musulman. Ça veut dire que la connaissance, le voile, le halal, les abattages rituels, la formation, tout ça a existé et il y a une connaissance, la matière grise, de plus de 8 décennies. Donc ça ne nous est pas arrivé comme une météorite. Donc il y a peut-être une mémoire à retrouver. Et je ne parle pas des arabisants, de l'école du Caire, du Liban, de la Syrie. Enfin voilà, je veux dire, le matériel, il existe. C'était le deuxième point. Et le dernier point, alors là, je vais reprendre Saint Paul, parce que c'est effectivement la main qu'il nous tend. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire il faut que les musulmans se fassent leur place. Je crois que c'est aussi à nous, collectivement, de les aider à se faire une place. C'est comme ça qu'on construit une nation, surtout aujourd'hui. Voilà les 3 éléments. Merci. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'erreur sur mes propos, peut-être. C'est pas les musulmans. Enfin, comment dirais-je? L'idée que je partage d'ailleurs avec le professeur Jaume, c'est l'idée qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a suffisamment d'intellectuels musulmans pour pouvoir effectivement monter une forme de structure, quelle qu'elle soit. Hein. Je ne demande pas à ce qu'il y ait un clergé ou quoi que ce soit. Moi, je demande rien, de toute façon, mais la juriste, elle aime bien les organisations, quand même. Bah oui, on se refait pas. Mais si vous voulez, l'idée d'avoir un interlocuteur privilégié. Donc, enfin, moi, je peux vous dire que moi, comme Française, j'avais été quand même assez choquée. Par exemple, que pour la Fondation pour l'Islam, on y mette, quand elle est créée, on y mette le radical Jean-Pierre Chevènement, qui en lui-même est parfait, enfin c'est pas le problème, mais il n'était pas musulman. J'ai souvent tendance à dire à mes étudiants en cours de droit des cultes, est-ce qu'à la conférence des évêques on y mettrait Pauline Vidal comme représentante, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, mais je peux très bien comprendre que dans l'islam arrivant en France, s'implantant en France métropolitaine, si vous me permettez, effectivement, post-Seconde Guerre mondiale, on ne trouve pas forcément, effectivement, les personnes les plus adéquates, mais enfin, là, depuis 25 ans, 30 ans, il n'y a aucune difficulté à trouver ce qu'on appelle aujourd'hui, effectivement, des intellectuels musulmans. Mais c'est, effectivement, je me permets, la République accueille tous les cultes, on est bien d'accord. Encore faut-il que, effectivement, les fidèles, alors c'est un peu catholique comme terme, mais bon, les fidèles de ces cultes s'organisent afin que le pouvoir politique puisse avoir un interlocuteur. Oui, Didier Wilco, je suis étudiant au Théologicum ici. Ma question est assez simple. Avez-vous un commentaire qui pourrait enrichir la connaissance que nous avons des 3 décrets qui ont été pris par le Conseil d'État au moment du confinement en 2021, qui redonnaient au culte sa liberté et qui la reconnaissait, je crois, dans son la 3e décision comme une liberté fondamentale.
Je pense que vous parlez des décrets pris par le gouvernement, je pense. Voilà, je parle sous l'autorité du conseiller d'État. Je me suis trompée, pardon. Il ne s'agit pas des décrets, des okay. décisions. Des oui, décisions. Ah, pardon, oui. Pardon, hein, je peux vous donner quelques références plus précises. Mais dans l'actualité juridique de droit administratif que vous avez, si vous êtes étudiant en théologicum dans l'ENT, à la JDA, vous allez trouver des commentaires sur les décisions du Conseil d'État, hein, sans problème, si c'était ça votre question technique. Oui, voilà, je pense que monsieur est plus à même, mais c'était même déjà dans l'arrêt du Conseil d'État définissant d'ailleurs ce qu'était le culte, alors la date m'échappe, 2010 ou même antérieur, 2000-2005, effectivement, et là, les arrêts du Conseil d'État venaient par rapport aux restrictions au culte posées par les décrets, notamment les fameuses 50 personnes, vous vous souvenez, quelle que soit la taille de l'édifice, où nous avons été quand même merveilleux au niveau administratif à créer cette norme, qui était, vous prenez Saint-Sulpice, 50 personnes, vous prenez la chapelle du coin, il y avait effectivement possibilité de propagation du virus dans la chapelle du coin, alors qu'à Saint-Sulpice, qui contient 5000 personnes, voilà, la norme administrative posée n'était vraiment pas adéquate, quoi. Bon, non, mais... Bon. Alors, écoutez, considérons que la séance est close, la séance académique est close, et je voudrais à nouveau remercier très vivement Lucien Jaume pour son livre, pour la réflexion qu'il nous a proposée, et puis aussi remercier Pauline Piètre et Pauline Vidal-Delplanque pour leur... propose qu'ils nous ont apporté comme réflexion comme historienne et juriste afin de permettre ce débat, cette discussion, encore une fois, ce dialogue des rationalités, comme j'aime bien le dire. Donc, je les remercie tous les trois et je vous invite à les remercier tous les trois.